Quand Daniel Whitmore emmena Amara Lewis au prestigieux bal de sa famille, il ne savait pas que les murmures dans le salon de bal au lustre scintillant allaient éclater en une guerre qui lui coûterait tout. Les mots de son père coupèrent plus profondément que n'importe quelle lame. Une épouse de couleur ruinera notre héritage. Et soudain, Daniel dut choisir entre une fortune et la femme qui le faisait se sentir vivant pour la première fois de sa vie dorée. Mais voici ce que son père ignorait. Enfoui sous des couches de vieilles peintures dans un portrait de famille oublié, se cachait un secret qui briserait tout ce qu'Edward Whitmore croyait savoir sur les lignées, la pureté du sang et l'héritage qu'il avait passé toute une vie à protéger. Ce qu'Amara découvrait allait soit tous les détruire, soit devenir la clé d'une rédemption que personne n'avait vu venir. Plongez dans cette histoire, car elle prouve que parfois ceux qui s'efforcent le plus de protéger leur héritage sont ceux qui le comprennent le moins. Les lustres scintillaient comme 1000 petits soleils. Amara Lewis se tenait à l'entrée de l'hôtel particulier des Whitmore, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. La robe argentée que Daniel l'avait aidé à choisir miroitait sous les lumières. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Mais debout là, regardant la foule de visages pâles et fortunés se tourner pour la dévisager, elle avait l'impression de porter une pancarte au lieu d'une robe. « Ça va ?» murmura Daniel. Sa main trouva le creux de son dos, chaude et rassurante. Elle hocha la tête. Mentir semblait plus facile que d'expliquer l'oppression dans sa poitrine. Le gala annuel de la fondation Whitmore. Daniel en avait parlé pendant des semaines, sa voix pétillante d'excitation. Il la voulait ici. Voulait que tout le monde la rencontre. Elle avait dit oui parce qu'elle l'aimait, parce que 3 mois passés ensemble avaient eu l'impression de rentrer chez soi après une vie d'errance. Mais maintenant, traversant la foule, elle sentait tous les regards. Quelques personnes souriaient, la plupart non. Les murmures commencèrent comme le vent dans les arbres, doux au début, puis impossibles à ignorer. C'est elle? J'ai entendu dire qu'elle travaille dans un petit atelier en ville. Comme intéressant. La mâchoire de Daniel se crispa. Elle le sentit à la façon dont sa main pressait plus fort son dos, protectrice mais tendue. Ils se dirigèrent vers le bar, et une femme couverte de diamants se posta directement sur leur chemin. « Daniel !» Elle lui fit la bise. Ses yeux glissèrent vers Amara, vifs et scrutateurs. « Et qui est cette charmante amie ?»« C'est Amara, » dit Daniel. Sa voix était tendue. « Ma petite amie. » Le sourire de la femme n'atteignit pas ses yeux. « Comme c'est merveilleux. Et que faites-vous, Amara ?»« Je restaure des tableaux, » dit Amara. Elle garda sa voix posée, professionnelle. Des vieux portraits, principalement. « Comme c'est charmant. » La femme toucha le bras de Daniel. « Ton père te cherche, mon chou. » Quelque chose à propos du discours. Daniel s'excusa, sa main ne quittant jamais le dos d'Amara. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, et elle remarqua comment les gens s'écartaient. Certains acquiesçaient à Daniel avec respect, d'autres la regardaient avec curiosité ou une désapprobation à peine voilée. Un vieil homme leur tourna carrément le dos à leur passage. Edward Whitmore se tenait près du grand escalier d'honneur, dominant l'espace comme un roi en son château. Grand, les cheveux argentés, avec le genre de prestance qui faisait que les gens redressèrent le dos. Il les vit approcher. Son visage devint méticuleusement impassible. « Père, » dit Daniel, « je voudrais vous présenter. Nous parlerons plus tard, » le coupa Edward. Ses yeux touchèrent Amara une demi-seconde, puis la ignorèrent complètement. « Excusez-moi. » Il s'éloigna. Juste comme ça. Comme si elle était invisible. Le visage de Daniel devint rouge. « Je suis désolé. Il est juste... » « C'est bon, » dit Amara rapidement. Le mensonge avait un goût amer, vraiment. Mais ce n'était pas bon. Rien de tout cela n'était bon. La soirée s'étira lentement. Ils échangèrent des banalités avec des gens dont Amara oubliait instantanément les noms. Quelques-uns furent gentils, la plupart furent froidement polis, le genre de politesse qui ressemblait à une gifle. Daniel essaya de lui remonter le moral, lui apportant du champagne, lui montrant les œuvres d'art au mur, racontant des histoires qui la firent sourire malgré tout. Mais elle le sentait, le poids d'être observée, d'être jugée, d'être de la mauvaise couleur dans une pièce pleine de visages pâles et de vieilles fortunes. Vers minuit, elle s'échappa aux toilettes, s'enferma dans une cabine et pressa son front contre la porte froide en métal. Son reflet dans le miroir montrait du mascara coulé et des yeux fatigués. Elle arrangea son maquillage, releva le menton et ressortit. Le couloir était vide, à l'exception de voix venant du coin. Elle reconnut la voix de Daniel et celle de son père, basse et tranchante. Absolument inacceptable. Elle est brillante et gentille, et je l'aime. L'amour. Le rire d'Edward était amer. Tu as 31 ans.
Ce n'est pas une expérience d'étudiant. Comprends-tu ce que tu risques? Les pieds d'Amara s'arrêtèrent de bouger. Elle aurait dû s'éloigner, aurait dû leur laisser leur intimité, mais elle ne pouvait pas faire fonctionner ses jambes. Une épouse de couleur ruinera notre héritage, dit Edward. Chaque mot précis et coupant. Tout ce que ton grand-père a construit, tout ce que j'ai protégé, parti, parce que tu ne pouvais pas penser au-delà. Au-delà de quoi? La voix de Daniel monta. Au-delà de mon propre bonheur. Au-delà de trouver quelqu'un qui se soucie réellement de moi plutôt que de mon nom de famille? Surveille ton ton. Non, surveille le tien. Amara est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et si tu ne peux pas voir ça, alors quoi? Tu vas jeter ton héritage, ton siège au conseil, ton avenir? Silence, lourd et épais. La main d'Amara trouva le mur. Sa vision se brouilla. Elle en avait assez entendu, plus qu'assez. Elle se retourna et marcha, vite, à travers le couloir devant la salle de bal, par les portes d'entrée dans l'air frais de la nuit. Ses talons claquaient sur les marches de pierre. Quelqu'un l'appela par son nom, la voix de Daniel, lointaine, mais elle continua. Le voiturier parut surpris quand elle demanda un taxi. « Êtes-vous sûre, mademoiselle? Je peux appeler monsieur Whitmore. Un taxi, s'il vous plaît. » 10 minutes plus tard, elle était partie. Amara était assise dans son appartement, toujours vêtue de sa robe argentée. Son appartement atelier était petit, mais à elle, une seule pièce servant de salon, de chambre et d'espace de travail. Des toiles tapissaient les murs. L'odeur de peinture et d'huile de lin la réconfortait habituellement. Ce soir, cela lui rappelait juste à quel point son monde était différent de celui de Daniel. Elle l'avait rencontré il y a 3 mois, dans une galerie en ville. Il était resté 20 minutes devant son portrait restauré, simplement à le regarder. Quand il parla enfin, il l'interrogea sur sa technique, son processus, son inspiration, pas sur son prix ou ses diplômes. Il écoutait comme si ses mots avaient de l'importance. Ils avaient appris un café, puis un dîner, puis d'autres dîners. Il la faisait rire, la faisait se sentir vue comme elle ne l'avait jamais été auparavant. La couleur n'avait pas eu d'importance dans la bulle qu'ils avaient construite ensemble, mais les bulles éclatent. Elle essuya ses yeux et attrapa ses fournitures de peinture. Quand les émotions devenaient trop fortes, elle peignait. C'était la seule chose qui l'aidait. On frappa à l'aube. Doucement, mais avec insistance. Elle savait qui c'était avant d'ouvrir la porte. Daniel se tenait là, trempé. Son costume coûteux lui collait à la peau. Ses cheveux dégoûtaient de l'eau sur son paillasson. Ses yeux étaient rouges. « Je suis désolé, dit-il. Mon Dieu, Amara, je suis tellement désolé. » Elle voulait claquer la porte, voulait se protéger de plus de souffrance. Mais le voir ainsi, grelottant et misérable, quelque chose en elle se brisa. « Entre, murmura-t-elle. Il entra, laissant des empreintes mouillées sur son parquet. Elle attrapa une serviette dans la salle de bain et la lui tendit. Il se sécha le visage, mais ne sembla plus savoir quoi faire de ses mains ensuite. « Je lui ai dit, Daniel, après ton départ. Je lui ai dit exactement ce que je pensais de ses préjugés et de son précieux héritage. Daniel, non, écoute, il m'a donné un ultimatum. L'amour ou l'héritage. Il a réellement dit ça. Choisir entre toi et tout le reste. » L'estomac d'Amara se tordit. « Et qu'as-tu dit ?» Il la regarda alors, la regarda vraiment. Ses yeux contenaient quelque chose de féroce, de désespéré et de complètement sincère. « Je t'ai choisi, dit-il. Je te choisirai toujours. » Les mots auraient dû la rendre heureuse, mais elle ne ressentait qu'une lourdeur. « Tu ne devrais pas avoir à choisir. Peut-être pas, mais je l'ai fait. » Il s'approcha. « Je me fiche de l'argent, de la maison, du siège au conseil. Rien de tout cela n'a d'importance si je te perds. Tu dis ça maintenant, dit-elle doucement. Mais le mois prochain, l'année prochaine, quand tu seras coupé de tout ce que tu as toujours connu, alors je construirai quelque chose de nouveau. » Sa main chercha la sienne, hésitante. « Avec toi, si tu veux bien de moi. » Elle regarda leurs mains jointes, les siennes pâles contre les siennes, plus mates, une chose si simple. Mais le monde la rendait compliquée. « J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi, dit-il, mais j'ai plus peur de vivre sans toi. » Le soleil se leva lentement, peignant son appartement de nuances dorées et ambrées. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble, des œufs et du pain grillé, car c'était tout ce qu'elle avait. Le costume coûteux de Daniel était suspendu à sa tringle de douche, séchant. Il portait sa large chemise d'artiste et avait l'air ridicule et parfait. Ils ne parlèrent pas de son père, ne parlèrent pas d'argent, d'héritage, ni de rien de tout cela. Ils existaient simplement ensemble, dans son petit monde taché de peinture, et pendant quelques heures, cela sembla suffire. Catherine Whitmore était passée devant l'appartement 3 fois avant de trouver le courage de se garer. Elle avait suivi Daniel hier matin, curieuse et inquiète.
l'avait vue frapper à cette porte, trempée et désespérée, l'avait vue entrer. Elle était restée assise dans sa voiture pendant 1 heure, à réfléchir. À la rage de son mari la veille, aux choses qu'il avait dites, à la cruauté dans sa voix, à la jeune femme en robe argentée qui avait gardé la tête haute, même quand les murmures la rabaissaient, à la personne qu'elle voulait être. C'était maintenant l'après-midi, et elle se tenait devant l'atelier de restauration d'art d'Amara. L'enseigne était peinte à la main, simple mais élégante. À travers la fenêtre, elle pouvait voir quelqu'un travailler. Amara penchée sur une toile, complètement concentrée. Catherine poussa la porte. Une clochette tinta. Amara leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent des deux reconnaissance, puis se refermèrent, méfiante. « Madame Whitmore, dit-elle prudemment. Catherine, s'il vous plaît. » Elle s'approcha, observant l'espace. Des tableaux à divers stades de restauration tapissèrent les murs. L'odeur d'essence minérale et de vieilles toiles emplissait l'air. C'était un travail honnête, un beau travail. J'espérais que vous pourriez regarder quelque chose pour moi. Elle sortit une photo de son sac. Un vieux portrait, huile sur toile, assombri par l'âge et les dommages dus à la fumée. Amara la prit, son masque professionnel se mettant en place. C'est du XVIIIe siècle, technique française. Où l'avez-vous obtenu? Il est dans la famille d'Edward depuis des générations. J'ai toujours voulu le faire restaurer, mais... Catherine laissa sa phrase en suspens. Je n'ai jamais eu le temps. Elles parlèrent du processus de restauration. La voix d'Amara changeait quand elle parlait de son travail. Confiante, informée, passionnée. Catherine se retrouva sincèrement intéressée, posant des questions, écoutant les réponses. Finalement, Amara posa la photo. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Catherine s'était attendue à la question. Elle avait préparé une réponse. Mais assise ici, regardant cette jeune femme qui n'avait rien fait de mal sinon aimer son fils, tous les mots préparés semblaient nécreux. « Je veux que vous sachiez que je ne partage pas les opinions de mon mari, » dit-elle doucement. « Je ne les ai jamais partagées. Mais vous restez avec lui. » « Oui. » La gorge de Catherine se serra. « Je reste. Je trouve des excuses. Je me dis que je peux le changer lentement, de l'intérieur. Peut-être que cela fait de moi une lâche. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas eu besoin de le faire. » Catherine étudia ses mains. 60 ans et toujours sa bague de mariage, toujours jouant le rôle d'épouse dévouée. Je ne vous demande pas de lui pardonner, ni à moi. Je voulais juste que vous sachiez que ce qu'il a dit, c'est la peur qui parle, la peur du changement, de perdre le contrôle. Ça ne diminue pas la douleur. Non, acquiesça Catherine, ça ne la diminue pas. Elles restèrent un instant en silence. Dehors, la circulation bourdonnait. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. Il ne cédera pas facilement, dit Catherine finalement. On n'a jamais dit non à Edward. Il n'a jamais eu à remettre en question sa vision du monde. Vous devez comprendre cela. Daniel a déjà choisi. Je sais, je l'ai vu ce matin. Il avait l'air heureux. Catherine sourit tristement. Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis des années. Cela devrait me dire quelque chose, n'est-ce pas? L'expression d'Amara s'adoucit légèrement, juste légèrement. Est-ce que ça ira pour vous? Quand Edward saura que vous êtes venu ici, je m'en sortirai. Catherine se leva, ramassant son sac. Je m'en suis sorti pendant 35 ans. À la porte, elle marqua une pause. Si cela compte, je pense que vous êtes exactement ce dont mon fils a besoin. Et j'espère qu'un jour il verra ce que je vois. Qu'est-ce que c'est? Que l'héritage n'est pas une question de sang ou d'argent ou de maintenir les choses comme elles ont toujours été. Les yeux de Catherine s'embuèrent. C'est une question d'amour et de courage et de choisir d'être meilleure que la génération précédente. Elle partit avant qu'Amara ne puisse répondre. Plus tard, quand Catherine vérifia son téléphone, elle vit l'alerte info. Quelqu'un l'avait photographié entrant et sortant de l'atelier. Le titre circulait déjà. La matriarche Whitmore rend visite à la petite amie controversée de son fils. Edward le verrait avant le dîner. Elle s'en occuperait à ce moment-là. Le téléphone de Daniel sonna à 7 heures du matin, puis de nouveau à 7h05. Puis il n'arrêta plus. Il le saisit sur la table de chevet d'Amara, plissant les yeux vers l'écran. 23 appels manqués, 47 messages. Son estomac se serra. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» marmonna Amara encore à moitié endormi. Il ne répondit pas. Il ouvrit simplement son application d'actualité et vit le titre. « L'affaire secrète de l'héritier Whitmore choque la haute société parisienne. » En dessous, une photo. Lui et Amara quittant le bal. Une autre de sa mère à l'atelier. Une troisième de lui debout à la porte d'Amara à l'aube, trempé. L'article spéculait follement. Une partie était vraie. La plupart n'étaient que ragots exagérés déguisés en journalisme. Mais le mal était fait. Son téléphone sonna. Le numéro de son père. Il refusa l'appel. Il sonna de nouveau immédiatement.
Tu dois répondre, dit Amara. Elle était réveillée maintenant, lisant par-dessus son épaule. Son visage était devenu pâle. Il ne voulait pas. Mais elle avait raison. « Bonjour, père. Mon bureau. 9 heures. » La voix d'Edward aurait pu geler le feu. « Ne sois pas en retard. » La ligne se coupa. Daniel regarda Amara. Ses yeux étaient pas grands ouverts, effrayés. Il voulait lui dire que ça irait, voulait promettre que rien ne changerait. Mais il n'avait jamais été bon menteur. Le bureau familial des Whitmore occupait le dernier étage d'un immeuble haussmannien en plein centre-ville. Daniel y avait passé tous ses étés adolescents, apprenant les affaires, se préparant à hériter de l'empire de son père. Maintenant, en franchissant la porte, il se sentait étranger. Edward était assis derrière son bureau. L'avocat de la famille le flanquait, un homme mince aux lunettes cerclées de métal qui n'avait jamais souri de sa vie. « Assieds-toi, » dit Edward. Daniel resta debout. « Quoi que tu aies à dire, dis-le simplement. » Edward fit glisser un dossier sur le bureau. « Votre fonds fiduciaire est gelé. Vos cartes de crédit sont annulées. Votre siège au conseil d'administration est révoqué avec effet immédiat. Votre appartement, celui qui appartient à la famille, devra être libéré d'ici la fin de la semaine. » Les mots tombèrent comme des coups de poing. La vision de Daniel se rétrécit. « Tu ne peux pas. Je peux. Et je l'ai fait. » Le visage d'Édouard était de pierre. « Voilà ce que signifie la choisir, mon fils. Regarde bien. C'est ton avenir. » L'avocat s'éclaircit la gorge. « Si vous mettez fin à cette relation, Monsieur Whitmore est disposé à rétablir. » Non. Le mot sortit plus fort que Daniel ne l'avait voulu. Il rencontra les yeux de son père et vit quelque chose y vaciller. De la surprise peut-être, ou de la déception. « Je ne mets fin à rien, » dit Daniel. « Alors si c'est ta seule offre, nous en avons fini ici. » Il se tourna pour partir. « Tu regretteras ça, » appela Edward derrière lui. « Quand l'argent manquera, quand tes amis cesseront d'appeler, quand tu réaliseras ce que tu as jeté pour une certaine... » Daniel se retourna. « Finis cette phrase. Je te défie. » La bouche d'Edward se referma. Pour la première fois de la vie de Daniel, son père détourna les yeux le premier. « Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois un imbécile, » dit Edward doucement. « Non, » acquiesça Daniel. « Tu m'as élevé pour valoriser la réputation plus que les gens, l'argent plus que l'amour, l'image plus que la vérité. Peut-être que je ne veux pas être l'homme que tu as essayé de faire de moi. » Il partit avant que son père ne puisse répondre. Dehors, le soleil était trop vif, la rue trop bruyante. Il marcha 6 pâtés de maison avant que ses jambes ne lâchent, et il s'assit sur un banc, la tête entre les mains, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Son téléphone vibra. Amara. Comment ça s'est passé? Il fixa le message, puis il l'appela. « Je suis libre », dit-il quand elle répondit. Sa voix se brisa sur le mot. « Pour la première fois de ma vie, je suis complètement libre. » Ça, est-ce qu'est-ce qu'il a fait? Il lui raconta tout. Quand il eut fini, il y eut un silence de son côté, puis un soupir tremblant. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-elle. « Ne le sois pas. C'est son choix, pas le tien. » Il se leva, commença à marcher vers son appartement, vers la maison. « J'ai besoin de faire mes valises. Est-ce que je peux rester chez toi? Juste le temps que je trouve quelque chose? » Daniel. Sa voix était pleine d'émotion. « Tu n'as pas à demander. Je sais, mais je voulais quand même. Alors oui, bien sûr. » Il passa l'après-midi dans son appartement, son ancien appartement, à faire des cartons. Une vie entière réduite à une douzaine de caisses en carton. Ses costumes coûteux, ses livres, ses photographies. Tout cela semblait lourd et étranger, comme la vie de quelqu'un d'autre. Le soir, il avait tout déménagé dans l'appartement-atelier d'Amara. Elle l'aida à déballer, trouvant de l'espace là où il n'y en avait pas, lui faisant de la place dans sa vie déjà bien remplie. Cette nuit-là, ils étaient allongés dans son petit lit, leur corps serrés par nécessité. Dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle du vendredi soir. À l'intérieur, tout semblait différent, plus petit, plus simple, réel. « Tu vas bien ?» demanda Amara. Sa tête reposait sur sa poitrine, son souffle chaud contre sa peau. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Demande-moi demain. » Elle resta silencieuse un instant, puis « Je suis fier de toi. » Les mots le touchèrent plus durement que prévu. Ses yeux piquèrent. « Merci. Je suis sérieuse. Ce que tu as fait aujourd'hui, ça a demandé un vrai courage. Ça ne ressemble pas à du courage. J'ai l'impression d'avoir fait exploser toute ma vie. C'est peut-être ça, le courage parfois. » Elle se redressa sur un coude, le regardant. « Recommencer. Choisir l'amour même quand ça te coûte tout. » Il toucha son visage, traça la courbe de sa joue. « Je le referai. 1000 fois. » Elle l'embrassa alors, doucement, tendrement et pleine de promesses. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté le bureau de son père,
Daniel ressentit quelque chose d'autre que la peur et le regret. Il ressentit de l'espoir. 2 jours plus tard, Daniel découvrit ce que c'était que de vivre une vie ordinaire. Faire les courses sans carte de crédit signifiait compter l'argent liquide et comparer les prix. Cuisiner sans chef à domicile signifiait des œufs brûlés et des alarmes incendie. Réparer un robinet qui fuit sans appeler le service d'entretien signifiait des tutoriels en ligne et des jurons confus. Amara trouva cela hilarant. « Tu t'y prends mal » dit-elle, le regardant lutter avec la clé à molette. « Je fais de mon mieux. Tiens. » Elle le poussa doucement de côté, ses mains plus petites trouvant d'une manière ou d'une autre le bon angle. Le robinet cessa de goutter. Voilà. Il la regarda fixement. Frimeuse. J'ai grandi en réparant des choses. Elle essuya ses mains sur son jean. Tu as grandi avec des gens qui réparèrent les choses pour toi. Ce n'est pas grave. Tu apprendras. C'étaient des personnes différentes, venant de mondes différents. Il le réalisait davantage chaque jour. Mais les différences ne semblaient pas être des obstacles. Elles semblaient être des opportunités d'apprendre, de grandir, de devenir quelqu'un de meilleur. Ce soir-là, ils allèrent à l'épicerie du coin pour du pain et du lait. Une femme le reconnut, Madame Patterson, qui avait l'habitude d'organiser les mêmes déjeuners de bienfaisance que sa mère. « Daniel Whitmore », dit-elle, sa voix portant à travers le rayon fruits et légumes. « J'ai entendu parler de votre situation. » Plusieurs personnes se tournèrent pour regarder. « Madame Patterson », dit Daniel d'un ton neutre. Il attrapa la main d'Amara. « Voici Amara, ma petite amie. » « Oui, j'ai vu les photos. » Le sourire de Madame Patterson était mince. « Quel dommage. Votre pauvre père. »« Mon pauvre père, » répéta Daniel. « Bien sûr. » La femme les regarda tous les deux, son expression acérée. « Vous savez, ma chère, » dit-elle à Amara, « il existe des services pour les jeunes femmes dans votre situation. Si vous avez besoin d'aide, je ne suis dans aucune situation qui nécessite de l'aide, » dit Amara doucement. « Mais merci de votre sollicitude. » Les lèvres de la femme se pincèrent. Elle s'éloigna sans un mot de plus. La main d'Amara tremblait dans la sienne. Il la serra doucement. « Je déteste ça, » murmura-t-elle. « Je déteste que les gens pensent que je suis une sorte de croqueuse de diamants ou... Ils ont tort, mais ils ne le savent pas. Ils me voient et ils font des suppositions et... Il la tourna pour lui faire face juste là, au milieu du rayon fruits et légumes. « Regarde-moi, leurs opinions n'ont pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ça, nous. » Elle hocha la tête, les yeux brillants d'humidité. Ils rentrèrent chez eux en silence, le poids du jugement pesant sur leurs épaules. Cette nuit-là, allongée dans leur lit, Daniel la serra contre lui et murmura les mots qu'il avait retenus pendant des semaines. « Je t'aime. » Amara s'immobilisa, puis elle se tourna pour le regarder, son regard parcourant son visage dans la pénombre. « Dis-le encore, » souffla-t-elle. « Je t'aime, Amara Lewis. Je t'aime depuis ce premier jour à la galerie. Je t'aimerai quand nous serons fauchés et en difficulté. Je t'aimerai quand le monde entier pensera que je suis fou. Je t'aimerai pour toujours, si tu me le permets. » Une larme roula sur sa joue, puis une autre, mais elle souriait. « Je t'aime aussi, » dit-elle. « Tellement que ça me fait peur. Une bonne ou une mauvaise peur. Les deux. » Elle rit à travers ses larmes. « Parce que j'attends toujours que tout s'effondre, que tu te réveilles et réalises ce que tu as abandonné, que le conte de fées se termine. » « Ce n'est pas un conte de fées, » dit-il. « Les contes de fées sont faciles. Ceci est réel. Et le réel est chaotique, difficile, et parfois ça fait mal. Mais je préfère le désordre et le réel avec toi que la perfection et le vide avec n'importe qui d'autre. » Elle l'embrassa alors, un baiser profond, désespéré, et rempli de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés. Et pendant ces quelques instants précieux, le petit appartement, les voisins juges, l'avenir incertain, rien de tout cela n'importait. Ils savaient l'un l'autre, ce serait suffisant. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, baignant le petit appartement d'Amara d'une teinte dorée. Daniel était assis à la table de la cuisine, esquissant des croquis sur un bloc-notes. Des chiffres et des plans d'étage couvraient la page. Amara travaillait à proximité, ses mains calmes alors qu'elle nettoyait un portrait des années 1920. « Et si on ouvrait une galerie ?» dit soudain Daniel. Amara leva les yeux. « Quoi ? Une galerie, dans le centre-ville. Nous pourrions exposer des artistes locaux, offrir des services de restauration, organiser des expositions. » Ses yeux brillaient de 1000 feux à l'idée. « Tu as l'expertise, j'ai l'expérience des affaires. Nous pourrions y arriver. » Elle posa son pinceau. « Les galeries coûtent cher à démarrer. J'ai quelques économies. D'avant, un compte séparé dont mon père n'avait pas connaissance. » Il poussa le bloc-notes vers elle. « Regarde, si nous maintenons les dépenses à un niveau bas, louons un petit espace.
Faisons la majeure partie du travail nous-mêmes. Elle étudia ses calculs. Les chiffres étaient serrés, mais possibles. Son cœur se mit à battre plus vite. « Nous serions partenaires », demanda-t-elle. En tout, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Alors nous ferions mieux de commencer à chercher des locaux. » Ils passèrent l'après-midi à marcher dans le centre-ville, jetant des coups d'œil à travers les vitrines, prenant des notes. La plupart des endroits étaient trop chers ou trop grands. Mais dans le quartier des Arts, niché entre un café et une librairie, ils la trouvèrent. Une petite vitrine avec une bonne lumière naturelle et des murs de briques apparentes. Le loyer était gérable. L'espace était parfait. Daniel appela le propriétaire directement sur le trottoir. Le soir, ils avaient rendez-vous pour une visite plus approfondie. « Cela pourrait vraiment marcher », dit Amara alors qu'ils rentraient chez eux. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. « C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver », acquiesça Daniel. Il lui serra la main. « Nous construisons quelque chose. Ensemble. » Cette nuit-là, une lettre arriva. Pas d'adresse de l'expéditeur. Juste l'écriture de Catherine sur une enveloppe contenant un chèque et une brève note pour la galerie, de la part de quelqu'un qui croit au nouveau départ. Amara pressa le chèque contre sa poitrine, les larmes coulant. « Ta mère, elle essaie, » dit Daniel doucement, « de la seule manière qu'elle puisse. » 2 semaines plus tard, Tara Lewis se présenta à l'improviste. La sœur aînée d'Amara se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le regard perçant. Elle portait sa tenue de travail de l'hôpital et semblait prête à en découdre. « Alors, » dit Tara, « c'est toi le type qui a mis ma sœur à la une des journaux. » Daniel se leva. « Je suis Daniel. Vous devez être... Épargne-moi ça. » Tara le dépassa d'un geste brusque pour entrer dans l'appartement. Elle regarda autour d'elle, examinant l'espace exigu, les cartons encore non déballés, la vie que sa sœur avait embrassée. « Amara, on peut parler? Seul? Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Daniel. » La mâchoire de Tara se crispa, puis elle soupira. « D'accord. Tu as perdu la tête? » Tara. « Non, sérieusement. Tu rencontres ce type il y a 3 mois et tout d'un coup tu fais la une des journaux? Sa famille te déteste. Les gens disent des choses terribles. Et pourquoi? Pour l'amour, dit Amara doucement. L'amour ne paie pas le loyer, petite sœur. L'amour ne te protège pas quand ses riches amis décident de te rendre la vie impossible. L'amour ne... L'amour suffit, interrompit Daniel. Les 2 femmes se tournèrent pour le regarder. Je sais que vous avez toutes les raisons de douter de moi, de penser que je ne suis qu'un petit privilégié jouant à la rébellion, mais je ne m'en vais nulle part. Votre sœur est la meilleure chose qui me soit arrivée, et je ferai tout ce qu'il faut pour prouver que je suis digne d'elle. Tara l'étudia un long moment. Puis elle se tourna vers Amara. Il parle toujours comme ça? Malheureusement, oui. Tara s'assit sur le canapé. D'accord, voilà le marché. Tu lui fais du mal, et je me fiche de la richesse de ta famille. Je connais des gens qui font disparaître les problèmes. Tara! Amara était mortifiée, mais Daniel sourit. C'est juste. Quelque chose changea dans l'expression de Tara. Pas tout à fait de l'approbation, mais presque. Alors, qu'est-ce que j'entends sur une galerie? Ils passèrent l'heure suivante à parler des plans. Tara posa des questions difficiles, mit en lumière les lacunes de leur budget, les força à réfléchir à des problèmes qu'ils n'avaient pas envisagés. Mais au moment de partir, elle serra Amara dans ses bras et murmura « Il est mieux que ce à quoi je m'attendais. Ne lui dis pas que j'ai dit ça. » Le vernissage discret eut lieu un vendredi soir. Ils avaient passé 2 semaines à peindre les murs, installer les lumières, agencer les présentoirs. La galerie était petite mais magnifique. Les pièces restaurées par Amara côtoyaient les œuvres d'artistes locaux. Daniel avait conçu des étiquettes simples mais élégantes pour chaque pièce. 20 personnes vinrent, principalement des amis et des voisins curieux, personnes de l'ancien cercle social de Daniel. Mais cela n'avait pas d'importance. Les personnes présentes étaient authentiques, intéressées, bienveillantes. Puis, Angela Hartford entra. Elle venait du monde de Daniel, vieille bourgeoisie, préjugés bien ancrés. Son mari siégeait à 3 conseils d'administration avec Edward Whitmore. Elle portait des perles et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Daniel, dit-elle, l'embrassant des 2 côtés de la joue, quel charmant espace. La pause avant espace en disait long. Merci d'être venu, dit Daniel prudemment. Le regard d'Angela balaya la pièce et s'arrêta sur Amara. Et vous devez être l'artiste dont tout le monde parle. Restauratrice d'art, corrigea Amara. Elle garda une voix professionnelle. Souhaitez-vous en savoir plus sur l'une des pièces? Oh, je suis sûre qu'elles sont très authentiques. Angela toucha un cadre du bout d'un doigt manucuré. Vous savez, Daniel, votre père disait l'autre jour
Combien il regrettait de ne plus vous avoir aux réunions du conseil. Des décisions si importantes sont prises, des décisions qui affectent l'avenir de la famille. Je suis sûr qu'il s'en sortira, dit Daniel. Vraiment? Le sourire d'Angela s'aiguisa. Les familles sont des choses fragiles. Cassez-les, et parfois elles ne peuvent plus être reconstruites. Elle partit après cela, ayant dit ce qu'elle était venue dire. Les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle redressait un cadre qui n'en avait pas besoin. Daniel s'approcha d'elle par derrière, sa présence chaude et solide. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « De quoi tu ne l'as pas invitée ?»« Non, mais elle est venue à cause de moi, parce que te faire du mal me fait mal, et les gens comme elle aiment ça. » Amara se tourna pour lui faire face. La galerie était presque vide maintenant, juste quelques attardés examinant les œuvres. « Ton père l'a envoyé, n'est-ce pas ?»« Probablement. Pense-t-il vraiment que cela va marcher? Qu'avec quelques méchancetés, nous allons abandonner ?» Daniel toucha sa joue. « Je pense qu'il est désespéré, et les gens désespérés font des choses folles. » Cette nuit-là, ils fermèrent la galerie et rentrèrent à pied par des rues calmes. Amara se sentait fatiguée, mais satisfaite. Leur premier vernissage, leur premier pas vers la construction de quelque chose de réel. Puis ils atteignirent leur immeuble et virent la vie collée à la porte. Expulsion. 30 jours. Daniel arracha le papier, le scannant rapidement. « Cela n'a pas de sens, nous avons payé jusqu'au mois prochain. »« Regarde la signature, » dit Amara, le propriétaire de l'immeuble, un nom que Daniel reconnaissait, un des associés de son père. Ils se tinrent là dans l'air doux de la nuit, l'avis d'expulsion flottant dans la main de Daniel. Autour d'eux, la ville bourdonnait de l'énergie du vendredi soir. À l'intérieur, Amara sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. « Il ne peut pas nous laisser être heureux, » dit-elle. Ce n'était pas une question, une affirmation. « Non, » acquiesça Daniel, « je suppose qu'il ne peut pas. » Ils montèrent les escaliers de leur appartement en silence. À l'intérieur, Daniel saisit immédiatement son téléphone, appelant des avocats, essayant de savoir si l'expulsion était légale. Amara s'assit sur le lit et regarda dans le vide. Elle savait que ce serait difficile, savait qu'ils affronteraient des obstacles, mais elle n'avait pas compris l'étendue de l'influence d'Edward Whitmore. Combien de personnes lui devaient des faveurs, jusqu'où il irait pour prouver son point. Daniel raccrocha, le visage sombre. L'expulsion est techniquement légale. Il a acheté l'immeuble il y a 2 jours. Les nouveaux propriétaires peuvent résilier les baux mensuels avec un préavis en bonne et due forme. Donc, nous avons 30 jours. Nous avons 30 jours. Amara rit, mais son rire était amer. Ton père ne fait vraiment pas les choses à moitié. Daniel s'assit à côté d'elle. Longtemps, aucun des deux ne parla. Puis il lui prit la main. Nous trouverons un autre endroit, dit-il. Un endroit où il ne pourra pas nous atteindre. Un tel endroit peut-il exister? Il le faut. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, Amara fixa le plafond et se demanda combien de temps il pourrait continuer à se battre. Combien de batailles avant qu'il ne s'épuise tout simplement. 3 semaines plus tard, ils emménagèrent dans un tout petit appartement au-dessus d'une boulangerie. L'odeur du pain frais les réveillait à 5 heures tous les matins. L'espace était plus petit que le précédent, avec un plafond incliné et une plomberie capricieuse. Mais le loyer était bon marché, et la propriétaire, une femme âgée d'origine vietnamienne nommée Madame Nguyen, se fichait de leur histoire. Elle voulait juste des locataires fiables. « C'est parfait », mentit Amara, regardant la pièce exiguë. Daniel sourit, l'air fatigué. « Tu es une horrible menteuse. »« Je sais. » Ils déballèrent à nouveau des cartons. Firent en sorte que l'espace ressemble à nouveau à une maison. Mais l'argent se faisait rare. La galerie rapportait quelques revenus, mais pas assez. Pas encore. Daniel accepta des petits boulots de design en indépendant, travaillant tard dans la nuit. Amara acceptait toutes les restaurations qu'elle pouvait trouver. Les factures s'accumulaient quand même. Un matin, Tara arriva avec des provisions. « Avant que tu ne montes sur tes grands chevaux, dit-elle dépassant Amara, je les ai eus en solde, presque gratuite. Et je ne peux pas manger tout ça avant que ça ne se gâte, alors vraiment, tu me rends service. » Amara savait que c'était un mensonge, mais elle était trop fatiguée et trop reconnaissante pour argumenter. « Merci, » murmura-t-elle. Tara la serra dans ses bras. « Tu as l'air épuisé. Ça va ?»« Non, ni lui. » Tara hocha la tête vers le coin où Daniel était penché sur son ordinateur portable, des cernes sous les yeux. « L'amour ne paie pas le loyer, tu te rappelles? On se débrouille. Vraiment ?» Amara ne répondit pas, parce que la vérité était qu'elle ne savait pas. Il survivait, mais survivre n'était pas vivre. Après le départ de Tara, Amara retourna à son travail de restauration. Elle nettoyait un portrait des années 1800 quand elle remarqua quelque chose d'étrange. La toile avait été recouverte de peinture. Avec précaution, elle commença à retirer la couche supérieure de peinture. En dessous,
Une autre image apparut. Des heures plus tard, elle se recula, stupéfaite. Le portrait original était magnifique. Une femme en robe d'époque, c'est très délicat et fier. Mais il était clair que la peinture avait été altérée. Quelqu'un avait éclairci le teint de la femme et modifié la texture de ses cheveux. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Elle prit des photos, documenta tout, puis continua à travailler. Cela semblait important, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Ce soir-là, Daniel rentra avec des nouvelles. « J'ai croisé Graham aujourd'hui », dit-il. Graham était son ami depuis l'université. Ils avaient perdu contact après l'éclatement du scandale. « Comment va-t-il ?»« Fiancé. Nouveau travail. La vie est belle. » La voix de Daniel était neutre. « Mon père lui a offert mon ancien poste au conseil. » Amara posa le pinceau qu'elle nettoyait. « Oh, oui, Graham a dit qu'il se sentait bizarre d'accepter, mais c'est une bonne opportunité. Je lui ai dit de la prendre. Tu le pensais ?» Daniel s'assit sur leur canapé d'occasion. « Je ne sais pas, peut-être. Ça fait mal de voir quelqu'un d'autre vivre la vie que j'avais. Mais ensuite, je regarde autour de moi ici et je te vois, et je pense, je ne veux pas vraiment de cette vie-là. Est-ce que ça a du sens ?»« Parfaitement. » Il la tira sur ses genoux. Elle y alla volontiers, se blottissant contre sa poitrine. Dehors, la ville bourdonnait du trafic du soir. À l'intérieur, ils se serraient l'un contre l'autre et faisaient comme si tout allait bien. Le lendemain, Amara trouva un mot anonyme glissé sous la porte de la galerie. Il finira par ramper vers les siens. Ils le font toujours. Ses mains tremblèrent en le lisant, puis le relurent. L'écriture était inconnue. Le message clair. Elle froissa le papier et le jeta. N'en parla pas à Daniel. Il avait déjà assez de soucis. Mais cette nuit-là, elle resta éveillée à penser à ces mots. Les siens. Comme si l'amour pouvait être trié par catégorie. Comme si les gens appartenaient à des mondes séparés qui ne devraient jamais se toucher. Peut-être avait-il raison. Peut-être se faisait-elle des illusions en pensant que cela pouvait marcher. Le salon d'art eut lieu un samedi début octobre. Le centre-ville de Lyon l'organisait chaque année. Des artistes locaux vendant leurs œuvres, des camions-restaurants, de la musique en direct. Amara et Daniel installèrent un stand pour promouvoir la galerie. Ils apportèrent des photos de pièces restaurées et des informations sur les expositions à venir. La journée commença bien. Les gens étaient amicaux, intéressés. Plusieurs artistes s'inscrivirent pour exposer leurs œuvres à la galerie. Quelques clients commandèrent des projets de restauration. Puis les murmures commencèrent. Un groupe de femmes se tenait à proximité, faisant semblant de regarder un autre stand, mais parlant clairement d'eux. Amara capta des fragments de conversation. « Sans vergogne, elle l'utilise pour son argent. » À quoi s'attendait-elle? Daniel l'entendit aussi. Sa mâchoire se crispa. « Ignore-les, » dit Amara doucement. « Je ne veux pas les ignorer. Je veux... » « Daniel, s'il te plaît. » Il prit une inspiration, hocha la tête. Ils recommencèrent à sourire aux passants, distribuant des cartes de visite, agissant comme si tout était normal. Mais ce n'était pas normal. Amara sentait chaque regard, entendait chaque murmure. Le poids du jugement pesait sur ses épaules jusqu'à ce qu'elle veuille crier. Puis Lucas apparut, le garçon de 10 ans, aux yeux vifs et au sourire édenté. Le filleul de Daniel, le petit-fils de Catherine, par sa fille qui vivait à Bordeaux. « Oncle Daniel ?» Lucas fonça sur lui, renversant presque leur présentoir. « Hé, mon pote !» Daniel le rattrapa en riant. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Mamie m'a amené. Elle a dit que tu avais un stand et je voulais voir. » Lucas se tourna vers Amara, soudain timide. « Tu es Amara ? »« Oui, c'est moi. Mamie m'a montré des photos des tableaux que tu répares. Ils sont vraiment chouettes. » Quelque chose de chaud s'épanouit dans la poitrine d'Amara. « Merci, Lucas. » Catherine apparut alors, élégante, dans des vêtements décontractés. Elle leur sourit à tous les deux. « J'espère que cela ne vous dérange pas que nous passions. »« Bien sûr que non, » dit Daniel. Mais ses yeux contenaient une question. « Mon père est-il avec vous ?» Catherine secoua légèrement la tête. « Edward est à la maison. Il ne sait pas que nous sommes ici. » Ils passèrent l'heure suivante ensemble. Lucas posa 1 million de questions sur l'art et la restauration. Il voulait savoir quel était le plus vieux tableau, si Amara avait déjà fait une erreur, si on pouvait réparer un tableau déchiré. Amara répondit à chaque question patiemment, et elle remarqua quelque chose. Les gens cessèrent de murmurer quand Catherine était là. Le nom Whitmore avait du poids, même quand la moitié de la famille désapprouvait. Alors qu'il rangeait, Lucas serra Daniel fort dans ses bras. « Tu me manques, » dit-il. « Ce n'est pas pareil chez papy sans toi. » Les yeux de Daniel devinrent suspicieusement brillants. « Tu me manques aussi, mon pote. » Après leur départ, Amara se tourna vers Daniel. « Il est adorable. »« Oui, il l'est. » Daniel s'essuya les yeux. « Je le voyais chaque semaine. Maintenant,
Peut-être pouvons-nous changer cela. Peut-être. Ils finirent de ranger en silence, tous deux perdus dans leurs pensées. La journée avait été bonne et difficile à la fois. Preuve que la vie n'était pas simple, que chaque victoire venait avec des complications. Mais ils avaient survécu. Ensemble. Cela devait compter pour quelque chose. La semaine suivante apporta d'heureuses nouvelles inattendues. Amara reçut un appel de la Société historique lyonnaise. Il voulait qu'elle restaure une collection entière de portraits d'une période révolue du XIXe siècle. Le salaire était excellent. Le travail était prestigieux. Elle raccrocha et poussa un cri de joie. Daniel accourut de l'autre pièce. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui raconta, parlant si vite que ses mots se bousculaient. Il la souleva et la fit tournoyer dans leur minuscule appartement, tous deux riant. « C'est ça, dit-il. C'est notre chance. Notre chance, acquiesça-t-elle. Ce soir-là, ils célébrèrent avec du vin bon marché et des plats chinois à emporter. Ils mangèrent assis par terre, parlant de l'avenir, de ce qu'ils feraient avec l'argent. Comment ils agrandirent la galerie? Peut-être embaucher de l'aide, peut-être prendre des vacances. Pour la première fois depuis des semaines, l'avenir semblait lumineux, au lieu d'être effrayant. Daniel leva son gobelet en plastique. Au nouveau départ. À nous, ajouta Amara. Ils entrechoquèrent leurs verres et burent, se permettant de croire que peut-être, juste peut-être, les choses s'amélioraient. On frappa à 9 heures. Daniel ouvrit la porte et trouva Catherine debout, le visage pâle. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux entrer ?» Ils firent du thé. Catherine s'assit sur leur canapé, ses mains serrées autour de la tasse, comme si elle avait froid. Finalement, elle parla. « Édouard a empiré, dit-elle. La colère, le ressentiment. Il dort à peine, mange à peine. Tout ce qu'il fait, c'est s'asseoir dans son bureau, planifiant des moyens de gagner. Gagner quoi? Demanda Amara. Vous, cette situation. Il la voit comme une bataille qu'il est en train de perdre, et il ne le supporte pas. Catherine regarda Daniel. Il y aura un déjeuner le mois prochain, en l'honneur de votre père pour son œuvre caritative. C'est un événement important. Le préfet de la région sera là, des grands mécènes, une couverture médiatique. Laissez-moi deviner. Je ne suis pas invité. Tu es invité. Catherine posa sa tasse. Édouard a envoyé l'invitation lui-même. Je pense qu'il prépare quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas. Mais je voulais vous prévenir. Soyez prudents. Tous les deux. Après son départ, Amara et Daniel se regardèrent. C'est un piège, dit Amara. Probablement. Alors nous n'y allons pas. Daniel resta silencieux un instant. Puis, où nous y allons? Et nous lui montrons que nous n'avons pas peur, que nous ne partons nulle part. Daniel, je sais que c'est risqué. Je sais qu'il pourrait essayer de nous humilier, mais fuir et se cacher, c'est ce qu'il attend. Et si nous ne lui donnions pas cette satisfaction? Amara y réfléchit. Chaque instinct lui disait de rester loin, d'éviter la confrontation. Mais une autre partie d'elle, la partie qui était fatiguée d'être rabaissée, voulait y aller, voulait y entrer la tête haute et montrer à tout le monde que l'amour n'était pas une honte. « D'accord, dit-elle finalement. Nous y allons, ensemble. » Daniel lui prit la main. Ensemble. L'invitation resta sur le comptoir de leur cuisine pendant 2 semaines. Papier crème épais, lettres dorées en relief. La Fondation du patrimoine lyonnais vous prie de lui faire l'honneur de votre présence à un déjeuner en l'honneur d'Edward Whitmore pour l'ensemble de son œuvre philanthropique. Amara la regardait tous les matins et sentait son estomac se nouer. « Nous pouvons toujours faire marche arrière, » dit Daniel un soir. Il faisait la vaisselle pendant qu'elle séchait. Leur routine nocturne. « Tu le veux? »« Non. Mais je veux que tu sois à l'aise plus que je ne veux prouver quelque chose. » Elle posa le torchon. « Je ne suis pas à l'aise, mais je suis aussi fatigué de me cacher. Fatigué de sentir que nous avons fait quelque chose de mal. Nous n'avons rien fait de mal. Je le sais dans ma tête. » Elle tapa sa tête. Mais parfois mon cœur oublie. Il sécha ses mains et la tira contre lui. Ils restèrent ainsi dans leur minuscule cuisine au-dessus de la boulangerie, se serrant l'un contre l'autre tandis que la ville bourdonnait à l'extérieur de leurs fenêtres. Tara appela le lendemain. « J'ai entendu parler du déjeuner, » dit-elle. Pas de salutation. Directement au fait. « Comment as-tu » ? Catherine me l'a dit. Elle est inquiète. Amara cligna des yeux. « Quand as-tu parlé à Catherine ?»« Elle est passée à l'hôpital la semaine dernière. Elle voulait s'excuser pour son mari. Nous avons pris un café. » Tara fit une pause. « Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi non plus. Écoute, petite sœur, si tu fais vraiment ça, tu dois être préparée. Edward Whitmore va essayer de te briser, en public, devant tous ceux qui comptent dans cette ville. Je sais. Vraiment? Parce que c'est une chose de le savoir intellectuellement.
C'en est une autre de rester là pendant que quelqu'un de puissant essaie de te détruire avec des mots. La gorge d'Amara se serra. Que ferais-tu? Honnêtement, je lui dirais d'aller se faire voir et je resterai à la maison. Tara soupira. Mais tu n'es pas moi. Et je comprends pourquoi tu dois faire ça. Juste, ne le laisse pas te rabaisser. Tu vaux 10 fois mieux que lui. Souviens-toi de ça. Après qu'ils eurent raccroché, Amara resta dans la galerie entourée de belles choses brisées et restaurées. Elle pensa à la façon dont la peinture pouvait craquer et s'estomper, comment une toile pouvait se déchirer. Mais avec patience, compétence et soin, même les pièces les plus endommagées pouvaient être sauvées. Peut-être que les gens étaient pareils. Le matin du déjeuner, Amara se leva tôt. Elle avait acheté une robe dans un dépôt-vente. Rien d'extravagant, mais elle lui allait bien et la faisait se sentir en confiance. Daniel portait un costume qu'il avait gardé de son ancienne vie, l'une des rares choses coûteuses qu'il n'avait pas vendues. Ils se préparèrent en silence. Le poids de ce qu'ils allaient faire pesait sur eux deux. « Tu es magnifique », dit Daniel alors qu'elle terminait son maquillage. « Tu as l'air nerveux. »« Je suis nerveux. » Il rajusta sa cravate. « Je n'ai pas vu la plupart de ces gens depuis que tout est arrivé. Et mon père, sa voix se brisa. Je ne sais pas ce qu'il va faire. » Amara lui prit les mains. « Quoi qu'il arrive, nous partons ensemble. Dès que ce sera trop, nous sortirons. Marché conclu ? Marché conclu. » Ils se rendirent à l'hôtel dans la vieille voiture de Daniel, une berline de 10 ans qui fonctionnait à peine, mais les menait là où ils devaient aller. Le parking était rempli de Mercedes et de BMW. Leurs voitures semblaient déplacées, tout comme ils allaient l'être. La salle de bal était élégante, lustres en cristal, nappes blanches, des centaines de personnalités de l'élite bordelaise réunies pour honorer Edward Whitmore. Amara sentit tous les regards se tourner vers eux lorsqu'ils entrèrent. Les murmures commencèrent immédiatement. Ce sont eux. Quel culot! Il l'a vraiment amené ici. La main de Daniel trouva la sienne. Ils traversèrent la foule la tête haute, cherchant leur table assignée. Les gens s'écartaient pour les laisser passer. Certains visages étaient curieux, d'autres hostiles. Quelques-uns montrèrent quelque chose comme de la pitié. Leur table était près du fond, bien sûr. Ils s'assirent à côté d'un jeune couple qui semblait mal à l'aise avec son placement. La femme sourit de manière contrainte. L'homme ne les regarda pas. Daniel se pencha vers Amara. « Ça va? Demande-moi plus tard. » Le déjeuner commença. Des salades furent servies. Du vin fut versé. À la table d'honneur, Edward Whitmore était assis à côté du maire et de plusieurs hommes d'affaires éminents. Catherine était assise à ses côtés, le visage soigneusement neutre. Edward n'avait pas regardé dans leur direction une seule fois. Les discours commencèrent après le plat principal. Diverses personnes se levèrent pour louer le travail caritatif d'Edward, son sens aigu des affaires, son dévouement à la préservation du patrimoine bordelais. Ce dernier mot fit se tordre l'estomac d'Amara. Puis Edward lui-même se leva pour parler. La pièce devint silencieuse. Il attirait l'attention sans effort, grand, les cheveux argentés, puissant. Il remercia tout le monde d'être venu. Parla de l'importance de la tradition et des valeurs familiales. « En ces temps de changement, dit-il, sa voix portant dans toute la salle de bal, il est plus important que jamais de se souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons, l'héritage que nous laissons aux générations futures. » Ses yeux balayèrent la pièce. Pour la première fois, ils se posèrent sur Daniel et Amara. Certaines personnes pensent que le changement signifie abandonner nos principes, oublier les standards qui nous ont rendus grands. Mais je crois que la vraie force vient du fait de rester fidèles à ce que nous savons être juste, même quand c'est difficile, même quand nous sommes défiés par ceux qui ne comprennent pas notre monde. Le visage d'Amara brûlait. Autour d'eux, les gens s'agitaient inconfortablement. Certains hochèrent la tête en signe d'accord, d'autres détournèrent le regard. La main de Daniel se serra sur la sienne sous la table. Édouard continua de parler, sans jamais les mentionner directement, mais rendant son intention parfaitement claire. Chaque mot était un couteau, soigneusement aiguisé et précisément ciblé. Quand il eut terminé, les applaudissements furent retentissants. Une journaliste près de l'avant leva la main pendant la séance de questions-réponses. « Monsieur Whitmore, il y a eu des spéculations sur des tensions au sein de votre famille. Votre fils Daniel est ici aujourd'hui avec... » « La vie privée de mon fils ne regarde que lui, » coupa Édouard. Mais son sourire était froid. Bien que j'espère qu'il finira par se souvenir d'où il vient et fera des choix qui honoreront cela. La journaliste insista. « Donc vous n'approuvez pas sa relation ?» Édouard marqua une pause. Le silence s'étira. Puis, « Je crois aux valeurs traditionnelles, au partenariat qui renforcent les familles plutôt que de les compliquer. Je pense que la plupart des gens ici seraient d'accord. » Plus d'applaudissements. Plus fort cette fois. Amara sentit quelque chose en elle craquer.
Elle regarda Daniel et vit que son visage était devenu blanc. Son père venait de le humilier publiquement, de remettre en question ses choix, de le faire paraître ridicule devant tous ceux qui comptaient dans son ancien monde. Et Daniel était juste assis là, subissant. Elle se leva. La pièce le remarqua immédiatement. Les conversations s'éteignirent. Les têtes se tournèrent. Daniel leva les yeux vers elle, confus. Elle lui serra la main une fois, puis la lâcha. Elle se dirigea vers l'avant de la pièce. Ses talons claquaient sur le marbre. Chaque pas était comme marcher à travers le feu, mais elle continua d'avancer. Édouard la regarda approcher. Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou de la peur. Elle s'arrêta au microphone. « Excusez-moi, dit-elle. » Sa voix tremblait, mais elle la força à être stable. « Je suis Amara Lewis, la petite amie de Daniel Whitmore. » Des murmures parcoururent la foule. Quelqu'un haleta. « Je ne parle pas normalement devant des gens comme ça, mais j'étais assise ici à écouter parler de famille, de tradition et d'héritage, et j'ai besoin de dire quelque chose. » Édouard commença à se lever. « Mademoiselle, ce n'est pas... J'aime votre fils, dit-elle. » Les mots sortirent clairs et forts. « Je l'aime pour sa gentillesse, pour son courage, pour la façon dont il traite les gens avec respect, peu importe qui ils sont. Et oui, je sais que notre relation met certaines personnes mal à l'aise. Je sais que je ne suis pas ce que vous attendiez ou vouliez pour lui. » Elle regarda directement Édouard maintenant. « Mais l'amour, ce n'est pas répondre aux attentes. Ce n'est pas rendre les choses faciles ou confortables. C'est choisir quelqu'un et le soutenir même quand le monde entier vous dit de ne pas le faire. » Sa voix se brisa. Elle déglutit difficilement et continua. « Daniel a tout abandonné pour être avec moi. Son argent, sa position, l'approbation de son père, des choses que la plupart des gens ne sacrifieraient pour rien. Et vous savez quoi? Il l'a fait sans hésitation, parce que c'est le genre d'homme qu'il est. C'est le genre d'homme que vous avez élevé, que vous vouliez l'admettre ou non. » Des larmes coulèrent sur son visage maintenant, mais elle ne les essuya pas. « Alors vous pouvez me juger, vous pouvez désapprouver, vous pouvez essayer de nous faire nous sentir petits, mais vous ne pouvez pas changer ce que nous avons. Vous ne pouvez pas rendre l'amour faux simplement parce qu'il ne correspond pas à votre idée de comment les choses devraient être. » Elle se tourna pour faire face à la pièce. « Je ne suis pas ici pour demander votre acceptation. Je suis ici parce que l'homme que j'aime mérite d'être ici, et je suis fier de me tenir à ses côtés. C'est tout. » Elle retourna à sa table dans un silence complet. Daniel se leva quand elle l'atteignit. Ses yeux étaient rouges. Sans un mot, il lui prit la main et ils sortirent ensemble. Derrière eux, la pièce explosa en conversation, mais ils ne regardèrent pas en arrière. Dehors, sur le parking, Daniel la serra dans ses bras et la retint si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je suis désolé, dit-il, la voix étouffée contre ses cheveux. Je suis tellement désolé d'être resté assis là. J'aurais dû... Tu n'avais pas besoin. Je l'ai fait. » Elle recula pour le regarder. « Est-ce que j'ai tout gâché ?» Il rit, et son rire sortit à moitié en sanglots. « Tu as été incroyable, terrifiante et incroyable. Ton père va me haïr encore plus maintenant, probablement. » Daniel encadra son visage de ses mains. « Mais je ne t'ai jamais aimé plus qu'en ce moment. » Ils rentrèrent chez eux dans un silence abasourdi. Amara n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait fait. N'arrivait pas à croire qu'elle s'était tenue devant l'élite bordelaise et avait dit sa vérité. Tout son corps tremblait d'adrénaline, de peur et d'une chose qui ressemblait peut-être à de la fierté. Ce soir-là, son téléphone fut submergé de messages. Certains étaient cruels. Des SMS anonymes l'insultant, lui disant de laisser Daniel tranquille, disant des choses horribles sur sa couleur de peau et sa valeur. Mais d'autres étaient différents. « Tu as été si courageuse. Merci d'avoir dit ce qui devait l'être. Tu as parlé pour tous ceux d'entre nous qui se sont sentis jugés pour qui nous aimons. » Elle les lut, les larmes coulant sur son visage. Daniel la tint cette nuit-là, alors qu'elle pleurait d'épuisement et de soulagement. Ils avaient survécu. Ils s'étaient défendus. Et d'une certaine manière, impossiblement, ils étaient toujours debout. L'appel arriva à 2 heures du matin. Le téléphone de Daniel vibra sur la table de nuit. Il le saisit, endormi et confus. « Allô ?» La voix de Catherine était tendue de panique. « Daniel, tu dois venir à l'hôpital, c'est ton père. » Ils s'habillèrent en quelques secondes et roulèrent dans les rues vides. Le cœur d'Amara battait la chamade. Elle n'arrêtait pas de penser au visage d'Édouard au déjeuner. La colère dans ses yeux. L'hôpital était trop lumineux, trop stérile. Catherine les rencontra dans la salle d'attente. Son maquillage était étalé. Elle semblait plus vieille qu'Amara ne l'avait jamais vue. « Il s'est effondré à la maison, » dit Catherine. « Nous nous disputions à propos du déjeuner et il s'est agrippé à sa poitrine et est tombé. Il est... » Daniel ne put finir la question. « Il a fait un léger AVC. Les médecins disent qu'il va récupérer, mais... »
Elle pressa ses mains sur son visage. C'était si effrayant. Il essayait de parler mais n'y arrivait pas, me regardant comme s'il se noyait. Daniel s'effondra sur une chaise. Amara se tint à ses côtés, la main sur son épaule. « Pouvons-nous le voir ?» demanda Daniel. Catherine hésita. « Il ne vous a pas demandé. » Les mots tombèrent comme un coup. Le visage de Daniel se décomposa. « Mais je pense que vous devriez y aller quand même, » ajouta Catherine doucement. « Qu'il veuille l'admettre ou non, il a besoin de toi. » Ils marchèrent dans le couloir jusqu'à la chambre d'Édouard. À travers la fenêtre, Amara put le voir allongé dans son lit. Il semblait plus petit d'une certaine manière, vulnérable. Les machines bipaient régulièrement, surveillant son cœur. « Je devrais y aller seul, » dit Daniel. « Non. » Amara se surprit de la fermeté de sa voix. « Nous faisons ça ensemble, tu te souviens ?» Daniel la regarda, puis hocha la tête. Ils entrèrent discrètement dans la pièce. Les yeux d'Édouard étaient fermés. Catherine les suivit et alla à son chevet. « Édouard, » dit-elle doucement. « Daniel est là. » Les yeux d'Édouard s'ouvrirent. Ils trouvèrent Daniel en premier, puis glissèrent vers Amara. Son expression se durcit malgré sa faiblesse. Une infirmière entra pour vérifier ses constantes. Elle ajusta la couverture, vérifia la perfusion. Édouard tenta de la repousser d'un geste, ses mouvements faibles et frustrés. L'infirmière semblait dépassée, jonglant avec trop de tâches. Sans réfléchir, Amara s'avança. « Laissez-moi faire, » dit-elle doucement. Elle aida à ajuster correctement la couverture, la glissant doucement autour des épaules d'Édouard. Ses mains étaient stables et sûres. Elle avait aidé Tara avec suffisamment de patience pour savoir comment le faire correctement. Édouard la fixa. La regarda vraiment pour la première fois depuis cette première nuit au gala. Elle croisa son regard. « Vous avez besoin de vous reposer, » dit-elle. « Vous énerver ne vous aidera pas à guérir. » Quelque chose vacilla sur son visage, de la confusion, peut-être de la surprise. Quand elle recula, il la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer. « Merci », murmura-t-il. Les mots sortirent d'une voix rauque et tendue, mais ils étaient là. Amara retint son souffle. Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Daniel resta figé, fixant son père. Édouard referma les yeux, épuisé. L'infirmière finit son travail et partit. Catherine leur fit signe de sortir. Dans le couloir, Catherine saisit les mains d'Amara. Il ne dit jamais merci, ni au personnel, ni aux étrangers. Jamais. Il est juste fatigué, dit Amara. Non, c'est plus que ça. Catherine regarda en arrière vers la chambre. Peut-être que cela va changer les choses. Peut-être que le fait d'avoir frôlé la mort lui fera voir ce qui est important. Amara voulait le croire, mais elle avait trop vu pour faire confiance aux rédemptions faciles. Au cours des 2 jours suivants, Édouard s'améliora lentement. Daniel et Amara lui rendaient visite quotidiennement. Catherine leur avait demandé de venir et malgré tout, ils venaient. Édouard était plus souvent éveillé, parlant un peu. Les médecins disaient qu'il avait eu de la chance. L'AVC était mineur. Avec de la physiothérapie et des médicaments, il se rétablirait complètement. Le 3e jour, Édouard demanda à voir Amara seule. Daniel parut incertain. « Tu es sûr ?»« C'est bon, » dit Amara. Mais son estomac se nouait de nervosité. Elle entra dans la pièce. Édouard était assis, calé dans son lit, moins pâle mais toujours faible. Il fit un geste vers la chaise à côté de lui. Amara s'assit. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Finalement, Édouard dit « Ma femme me dit que vous travaillez dans la restauration d'art. »« Oui. Quel genre de pièces restaurez-vous » Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à ce qu'il demande. Elle décrivit son travail, les techniques qu'elle utilisait, l'histoire derrière les peintures, la satisfaction de redonner vie à une ancienne beauté. Édouard écouta vraiment, posa des questions intelligentes, montra un intérêt sincère. Quand les heures de visite se terminèrent et qu'elle partit, elle se sentit confuse. Cette version d'Edward Whitmore ne correspondait pas à l'homme qui avait essayé de les détruire, qui l'avait traité de menace pour son héritage. « Comment c'était » demanda Daniel quand elle sortit. « Étrange, il était presque humain. » Catherine sourit. « Peut-être voyons-nous le vrai Édouard, celui qu'il cache sous toute cette fierté et cette peur. Peut-être. Ou peut-être que frôler la mort l'avait effrayé au point d'une gentillesse temporaire. » Amara ne savait pas quoi croire. Le jour où Édouard sortit de l'hôpital, tout changea. Catherine avait arrangé qu'il se rétablisse à la maison avec des infirmières privées. Daniel proposa d'aider, et étonnamment, Édouard accepta. Ils se rendirent au domaine des Whitmore. C'était la première fois qu'Amara y retournait depuis le gala désastreux. La maison semblait la même, grande, imposante, belle d'une manière qui la faisait se sentir petite. À l'intérieur, Édouard était installé dans son bureau. Les infirmières s'affairaient autour de lui. Catherine apporta du thé.
Pendant quelques heures, ce fut presque paisible. Puis le partenaire commercial d'Édouard arriva. Guillaume Thorne, vieille fortune, préjugé d'un autre temps. Il étreignit Édouard avec précaution, soucieux de sa santé. « Content de te revoir sur pied, vieil ami, » dit Guillaume. Il jeta un coup d'œil à Daniel, puis à Amara. Son sourire s'estompa. « Je ne savais pas que nous aurions de la compagnie. Daniel est mon fils, » dit Édouard. Sa voix avait retrouvé une partie de sa force. « Il est le bienvenu chez moi. » Bien sûr, bien sûr. Mais les yeux de Guillaume disaient le contraire. Il parla affaires, du déjeuner qui avait permis de récolter des dons records malgré la perturbation malheureuse. Il parla de tradition et du maintien des standards dans un monde de plus en plus chaotique. Édouard écouta, et lentement, Amara le vit changer. Ses épaules se redressèrent, son visage se durcit. L'homme qui avait été presque gentil à l'hôpital disparut, remplacé par le patriarche qui l'avait traité de menace. Quand Guillaume partit enfin, Édouard se tourna vers Daniel. « Nous devons parler. » Seul. Daniel regarda Amara. Elle hocha la tête, se leva et quitta la pièce. Mais elle les entendit à travers la porte, entendit la voix d'Édouard froide et ferme. « Tu peux l'aimer si tu veux, mais tu ne peux pas l'épouser. » Silence. « J'essaie, Daniel. J'essaie de te rencontrer à mi-chemin. Mais le mariage, des enfants, l'intégrer pleinement à cette famille, ça je ne peux pas l'accepter. Alors tu n'as pas changé du tout. J'ai suffisamment changé. C'est ma dernière offre. Prends-la ou laisse-la. » Amara n'attendit pas la réponse de Daniel. Elle sortit dans le jardin, la poitrine serrée. Catherine la trouva là 20 minutes plus tard. « Il a peur, » dit Catherine doucement, « de se perdre, de devenir quelqu'un que son père ne reconnaîtrait pas. Son père est mort depuis 20 ans, je sais, mais les morts ont parfois du pouvoir sur nous, plus de pouvoir que les vivants. » Amara se tourna pour la regarder. « Penses-tu qu'il m'acceptera un jour vraiment ?» Catherine resta silencieuse un long moment. « Je pense qu'il veut le faire. Mais vouloir et faire sont des choses différentes. Et Édouard n'a jamais été doué pour faire ce qui est difficile. » Daniel sortit alors. Son visage lui dit tout. Ils rentrèrent chez eux en silence. Dans leur petit appartement, Daniel parla enfin. « Il dit que nous pouvons être ensemble, mais pas de mariage, pas d'enfants, rien qui ferait de toi officiellement partie de la famille. » Amara s'assit lourdement. « Donc je suis assez bien pour sortir avec lui, mais pas pour l'épouser. Ce n'est pas ce que je... » « C'est exactement ça. » Elle le regarda. « Ton père te donne la permission d'avoir une relation, tant que cela ne signifie rien en réalité. Tant que je reste à ma place. » Amara. « Et qu'as-tu dit ?» La mâchoire de Daniel se serra. « Je lui ai dit non, évidemment, mais il se remet d'un AVC. Je ne voulais pas. » Il s'arrêta. Je ne savais pas quoi dire. Elle vit alors. L'hésitation, le sentiment partagé. Daniel l'aimait. Elle n'en doutait pas. Mais la mort imminente de son père l'avait ébranlée, lui avait fait espérer une réconciliation, même si cette réconciliation venait avec des conditions. « J'ai besoin d'air, dit-elle. S'il te plaît, ne pars pas. » « Je ne pars pas. J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. » Elle se dirigea vers la galerie, déverrouilla la porte et s'assit dans l'obscurité, entourée d'œuvres d'art restaurées, des choses qui avaient été brisées et réparées, rendues entières à nouveau. Certaines choses pouvaient-elles être trop brisées pour être réparées? La lumière du matin semblait trop vive. Amara avait à peine dormi. Elle était allongée dans son lit, écoutant la respiration douce de Daniel à ses côtés. Il était resté éveillé avec elle pendant des heures la nuit précédente, tournant en rond, essayant de la rassurer, essayant de se convaincre lui-même. Finalement, l'épuisement les avait tous deux rattrapés. Maintenant, en regardant l'aube peindre le plafond de rose et d'or, Amara sentit quelque chose bouger en elle. Une décision se formait. Daniel se réveilla lentement. Sa main trouva la sienne sous les couvertures. « Bonjour », murmura-t-il. « Bonjour. » Ils restèrent allongés là, sans parler. Dehors, la boulangerie en bas commençait sa journée. L'odeur du pain s'élevait à travers le plancher. Daniel s'assit, attrapa quelque chose sur la table de nuit. Quand il se retourna, il tenait un petit anneau d'argent. Amara retint son souffle. « Il n'est pas extravagant, » dit-il. « Je l'ai acheté il y a 3 semaines dans une bijouterie en centre-ville. Je l'ai payé avec de l'argent que j'ai gagné en travail indépendant. Il est à moi, pas à ma famille, pas à quelqu'un d'autre, juste à moi. » Il glissa hors du lit et s'agenouilla à côté d'elle. Ses yeux étaient cernés de rouge mais clairs. « Amara Lewis, je sais que le timing est terrible. Je sais que mon père vient de rendre tout plus difficile. Je sais que nous sommes fauchés et en difficulté et que le monde entier semble être contre nous. » Il lui prit la main. « Mais je préférerais un avenir sans richesse qu'un passé sans toi. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Je ne peux pas te promettre la facilité, continua-t-il.
Je ne peux pas promettre que ma famille t'acceptera un jour pleinement. Je ne peux rien promettre, sauf que je t'aimerai chaque jour pour le reste de ma vie. Je te choisirai avant tout le reste, à chaque fois, sans hésitation. Il tendit la bague. Simple, parfaite. Veux-tu m'épouser? Elle aurait dû dire non. Aurait dû se protéger de plus de blessures. Aurait dû reconnaître que l'aimer signifiait une bataille constante, un jugement constant, une douleur constante. Mais en le regardant, cet homme qui avait tout abandonné, qui l'avait soutenu, qui avait choisi l'amour plutôt que l'héritage, elle ne put rien dire d'autre que oui. Oui, murmura-t-elle. Oui, je t'épouserai. Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Ils se tinrent l'un l'autre tandis que le soleil se levait, et pendant un instant, l'avenir ne semblait plus si effrayant. Ils savaient, l'un l'autre, ils avaient l'amour. Peut-être que cela suffirait. Peut-être le fallait-il. 2 jours plus tard, Amara fit une découverte. Elle terminait la restauration d'un vieux portrait de famille Whitmore. Catherine l'avait apporté à la galerie des semaines auparavant, une peinture d'une femme du 19e siècle qui avait été endommagée par la fumée. Amara avait enlevé des couches de saleté et de crasse, réparé les fissures dans la toile, et maintenant, alors qu'elle travaillait sur les derniers détails, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sous la couche de peinture actuelle, il y avait une autre image. Quelqu'un avait peint par-dessus l'original. Soigneusement, utilisant des solvants de conservation, elle commença à retirer la couche supérieure. Ce qui émergea fit battre son cœur. La femme sur le portrait était différente de ce qu'elle avait cru. Sa carnation, initialement plus claire dans la surpeinture, était en réalité plus foncée. Ses cheveux, lissés dans la version visible, montraient une texture naturelle dans l'original. Ses traits suggéraient des origines métissées. Quelqu'un avait modifié la peinture pour cacher la véritable apparence de la femme. Amara recula, abasourdie. Elle prit des photos, documenta tout. Puis, elle appela Catherine. « J'ai besoin que vous veniez à la galerie, » dit Amara. « Tout de suite. » Catherine arriva 20 minutes plus tard. Amara lui montra le portrait. Catherine le fixa longuement. Puis elle commença à pleurer. « C'est Elizabeth Whitmore, » dit-elle doucement. « L'arrière-grand-mère d'Édouard. Il a une version de ce tableau dans son bureau, mais il ne ressemble en rien à ça. Quelqu'un l'a changé, » dit Amara. « A éclairci sa peau, a modifié ses traits, a caché qui elle était vraiment. Le père d'Édouard l'a fait. Il était obsédé par les apparences, par le maintien de la réputation de la famille. » Catherine toucha doucement la toile. « Je me suis toujours demandé pourquoi Édouard ne parlait jamais de son arrière-grand-mère paternelle. Pourquoi il y avait si peu de documents la concernant. Parce qu'elle était noire, dit Amara, ou métisse, et son père en avait honte. » Catherine la regarda. « Il faut que tu montres ça à Édouard. Tu es sérieuse? Il va probablement. Il faut qu'il le voie. Il faut qu'il sache que l'héritage qu'il est si désespéré de protéger a été bâti sur un mensonge. » La voix de Catherine était ferme. Cela pourrait tout changer. Amara n'était pas sûre, mais elle prit d'autres photos, compila les preuves, documenta ses découvertes. Si ce portrait pouvait faire voir la vérité à Édouard, que sa propre famille était plus diverse qu'il ne le pensait, peut-être que cela changerait son avis sur elle et Daniel. Peut-être, ou peut-être que cela aggraverait les choses. Une seule façon de le savoir. Catherine apporta les photos à Édouard ce soir-là. Amara et Daniel attendaient à la galerie, incapables de rester en place. Ils faisaient les 100 pas, préparèrent du thé qu'ils ne buvaient pas, vérifiaient leur téléphone toutes les 30 secondes. Finalement, Catherine appela. « Il veut voir l'original, » dit-elle. « Et il veut te voir, Amara. »« Moi? Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui l'as trouvé, qui l'a restauré. » Catherine fit une pause. « Il est dans son bureau. Peux-tu l'apporter ce soir ?» Amara regarda Daniel. Il hocha la tête. « Nous serons là dans 1 heure. » Ils enveloppèrent soigneusement le portrait et le chargèrent dans la voiture de Daniel. Le trajet jusqu'au domaine des Whitmore parut interminable. Les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle tenait la toile emballée. « Et si ça empirait tout ?» murmura-t-elle. « Alors nous partirons, nous aurons essayé. » Daniel lui serra le genou. « Mais peut-être, juste peut-être, que c'est ce qu'il a besoin de voir. » Les grilles du domaine étaient ouvertes. Catherine les rencontra à la porte, son visage impénétrable. « Il est dans son bureau depuis que je lui ai montré les photos, » dit-elle. « Il n'a pas dit un mot. Il ne fait que les regarder. » Ils portèrent le portrait à l'intérieur. La maison semblait différente ce soir, plus silencieuse, comme si elle retenait son souffle. La porte du bureau d'Édouard était fermée. Catherine frappa doucement. « Entrez !» Ils entrèrent. Édouard était assis à son bureau, les photos étalées devant lui. De vieux documents de famille l'entouraient. Registres généalogiques, lettres, actes d'état civil.
Il avait fait des recherches. Il leva les yeux quand ils entrèrent. Son visage était livide, épuisé. « Mettez-le là, dit-il, désignant un chevalet près de la fenêtre. Amara déballa le portrait et le posa. À la lumière de la lampe, le vrai visage d'Elizabeth Whitmore apparut. Magnifique, fière, indéniablement métisse. Édouard se leva lentement. Il s'approcha du portrait et se contenta de le fixer. Personne ne parla. Finalement, Édouard se tourna vers Amara. « Comment avez-vous su qu'il fallait chercher sous la peinture ?»« Je ne savais pas. J'ai remarqué des irrégularités dans les coups de pinceau, des endroits où la technique ne correspondait pas à l'époque. Alors j'ai testé. » Elle s'approcha. « Quelqu'un a recouvert ça soigneusement. Il savait ce qu'il faisait. Il voulait la cacher. »« Mon père, » dit Édouard. Sa voix était éteinte. « Il a commandé cette version quand j'étais jeune. Il disait que l'original était trop abîmé pour être sauvé. » Il toucha le cadre. « Il a menti. » Catherine se plaça à ses côtés. « Édouard, j'ai passé toute ma vie à protéger quelque chose qui n'a jamais existé. » Sa main tremblait. La lignée pure, l'héritage intact. Et pendant tout ce temps, Elisabeth était... Il ne put finir sa phrase. Il s'effondra dans son fauteuil. Pendant un instant, il parut chaque année de ses 65 ans. « J'ai trouvé son acte de mariage, dit-il doucement. Née Elisabeth Moore, fille d'une esclave affranchie et d'un marchand blanc. Elle a épousé mon arrière-grand-père en 1867. Ils ont eu 4 enfants. L'un d'eux était mon grand-père. Il rit, mais son rire était amer. Toutes ces années, toutes ces disputes avec toi, Daniel. Tout ça parce que je croyais ce que mon père m'avait appris, qu'il fallait rester à part, pur, meilleur. » Il leva les yeux vers Amara. « Et la femme qui a tout commencé te ressemblait. » La poitrine d'Amara se serra. Elle ne savait pas quoi dire. Édouard se leva de nouveau. Il retourna vers le portrait et posa sa paume à plat contre la toile. « Alors, elle ne ruine pas notre héritage, » murmura-t-il. « Elle le restaure. » Les larmes coulaient sur le visage de Catherine. Les yeux de Daniel étaient rouges. Édouard se tourna vers eux. « J'ai été un imbécile. »« Papa, » commença Daniel. « Non, laisse-moi finir. » La voix d'Édouard se brisa. « J'ai failli mourir il y a 2 semaines. Allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai eu le temps de réfléchir. À ce qui compte, à ce que je laisserai derrière moi. » Il regarda Daniel. « Je pensais que je laisserais un héritage. Un nom, une fortune. Mais tu sais ce que j'ai réalisé? Rien de tout cela n'a de sens si je perds mon fils. » Il s'approcha lentement de Daniel. « Je suis désolé. Mon Dieu, Daniel, je suis tellement désolé. Pour les choses que j'ai dites, pour avoir essayé de te contrôler, pour t'avoir obligé à choisir entre l'amour et la famille. » Le sang-froid de Daniel se brisa. Son père le serra dans ses bras. Ils se tinrent l'un l'autre, pleurant tous les deux, libérant des années de tension et de douleur. Catherine serra Amara dans ses bras, les deux les regardant à travers leurs larmes. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Édouard s'essuya les yeux. Il paraissait plus vieux, mais d'une certaine manière plus léger, comme s'il avait déposé un poids qu'il portait depuis trop longtemps. « J'entends que des félicitations sont de rigueur, » dit-il. Daniel cligna des yeux. « Tu as appris pour les fiançailles? Ta mère me l'a dit. » Édouard sourit réellement. Un petit sourire, mais sincère. « Quand est le mariage ?» Ils prévoyèrent de se marier à l'hôtel de ville la semaine suivante. Petit, simple. Juste eux et quelques personnes qu'ils aimaient. Pas de grande cérémonie, pas de pression. Juste 2 personnes se faisant une promesse. Tara emmena Amara faire du shopping pour sa robe. Elles trouvèrent une simple robe couleur ivoire dans une boutique du centre-ville. Rien de sophistiqué. Mais quand Amara l'essaya, Tara pleura. « Tu es magnifique, » dit-elle. « Daniel est un homme chanceux. Je suis chanceuse aussi. »« Oui, tu l'es. » Tara la serra fort. « Je suis fière de toi, ma petite sœur, d'avoir lutté pour ce que tu voulais, de ne pas avoir abandonné quand c'est devenu difficile. » La nuit avant le mariage, Amara ne put dormir. Elle était allongée dans son lit, repensant à tout ce qui s'était passé. La soirée de gala, l'expulsion, le déjeuner, l'AVC d'Édouard, le portrait. Cela ressemblait à une vie entière condensée en 6 mois. Daniel bougea à côté d'elle. « Ça va? Je pensais juste. À quoi? À comment nous en sommes arrivés là? À toutes les choses qui ont dû se produire pour que nous nous retrouvions dans ce moment. » Il la serra plus fort. « Des regrets? Aucun. Moi non plus. » Il lui embrassa le front. « Demain, tu seras Amara Whitmore, ou tu seras Daniel Lewis. » Il rit. « J'aime ça, Daniel Lewis. Ça sonne bien. » Ils s'endormirent enlacés, leur cœur battant à l'unisson. L'hôtel de ville était calme ce mardi matin. Amara portait sa robe ivoire. Daniel portait un simple costume gris. Tara était sa demoiselle d'honneur, portant sa tenue de bloc, car elle venait directement de son service de nuit. Catherine se tenait à ses côtés, élégante et posée.
Lucas était là aussi, plein d'énergie. « Tu ressembles à une princesse, dit-il à Amara. La juge était une femme bienveillante aux cheveux argentés. Elle leur sourit chaleureusement. « Sommes-nous prêts » demanda-t-elle. « Presque, » dit Catherine. « Nous attendons une dernière personne. » Amara regarda Daniel, confuse. Il haussa les épaules. Puis la porte s'ouvrit. Edward Whitmore entra. Il portait un costume, mais pas de cravate. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il s'était dépêché. Il semblait nerveux. « Je suis désolé d'être en retard, » dit-il. La circulation était pire que prévu. Daniel fixa son père. « Tu es venu. Pensais-tu que je ne viendrais pas ?» Edward s'approcha. Il regarda Amara. « Puis-je » Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Edward prit ses mains. « Je sais que je ne mérite pas d'être ici. Je sais que je vous ai causé une douleur immense à tous les deux. Mais si vous me le permettez, j'aimerais être témoin de cela, faire partie de votre nouveau départ. » Les larmes brouillèrent la vue d'Amara. « Bien sûr que tu peux rester. » Edward sourit. Puis il recula, se plaçant à côté de Catherine. La juge commença la cérémonie. Amara entendit à peine les mots. Elle se concentra sur le visage de Daniel, sur l'amour dans ses yeux, sur la sensation de ses mains tenant les siennes. Quand vint le moment des vœux, Daniel parla le premier. « Amara, tu m'as appris ce que le courage signifie vraiment. Pas l'argent, le statut ou l'approbation. Juste la simple bravoure d'être soi-même et d'aimer honnêtement. » Sa voix trembla. « Je promets de te choisir chaque jour, de me tenir à tes côtés, de construire avec toi une vie qui honore à la fois d'où nous venons et où nous allons. » Autour d'Amara, elle prit une inspiration. « Daniel, tu m'as vu quand je me sentais invisible. Tu m'as valorisé quand d'autres ne l'ont pas fait. Tu m'as choisi quand cela t'a tout coûté. » Elle lui serra les mains. « Je promets de t'aimer férocement, d'être ta partenaire en toutes choses, de te rappeler chaque jour que tu as fait le bon choix. » La juge sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré par la loi, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. » Daniel la tira à lui et l'embrassa doucement. Derrière eux, Tara poussa un cri de joie. Lucas applaudit. Catherine pleura des larmes de bonheur. Et Edward Whitmore, debout dans un tribunal, regardant son fils épouser une femme qu'il avait jadis qualifiée de menace, sourit. « J'ai besoin de témoins pour signer l'acte de mariage, » dit la juge. Catherine signa la première, puis Tara. La juge regarda autour d'elle. « J'ai besoin d'une personne de plus. » Edward s'avança. « Puis-je » Daniel regarda son père. Quelque chose passa entre eux. « Pardon, acceptation, amour. Je t'en prie, » dit Daniel. Edward prit le stylo et signa son nom. Edward James Whitmore. Juste là, sur le document qui faisait officiellement d'Amara un membre de sa famille. Quand ils quittèrent l'hôtel de ville, le soleil était éclatant et chaud. Ils se tinrent sur les marches, posant pour des photos sur le téléphone de Tara. Catherine ajusta la robe d'Amara. Lucas voulait tenir l'acte de mariage. « Venez à la maison, » dit Edward soudainement. « Je vous en prie. Je vous dois quelque chose à tous les deux. » Ils se rendirent au domaine en une petite caravane de voitures. Amara tint la main de Daniel tout le long du chemin, l'alliance à son doigt attrapant la lumière. À l'intérieur, Edward les mena au salon formel. Il sortit quelque chose de son tiroir de bureau, un dossier. « J'ai rencontré mes avocats, » dit-il. « J'ai apporté quelques changements. » Il tendit le dossier à Daniel. « Ouvre-le. » Daniel le fit. Son visage devint blanc. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amara. « L'acte de propriété, » murmura Daniel, « du manoir des Whitmore, la vieille demeure familiale près de la côte normande. »« Il est à vous, » dit Edward. « À vous deux. Il a besoin de travaux. Personne n'y a vécu depuis des années. Mais c'est une bonne maison, de solides fondations, de la place pour grandir. » Amara ne pouvait pas respirer. « Nous ne pouvons pas accepter ça. Vous pouvez, vous devez. » La voix d'Edward était ferme mais douce. « Je ne vous le donne pas par culpabilité. Je vous le donne parce qu'il devrait appartenir à des gens qui le rempliront d'amour, qui créeront de nouveaux souvenirs, de meilleurs souvenirs. » Catherine toucha le bras d'Amara. « C'est une belle maison, et elle a été vide trop longtemps. »« Je ne sais pas quoi dire, » dit Daniel. Edward serra son fils dans une autre étreinte. « Dis que tu viendras nous voir. Dis que tu me feras savoir qui vous devenez. Dis que tu me donneras une chance d'être meilleur. Oui, je le ferai. Nous le ferons. » La voix de Daniel se brisa. « Merci, papa. » Amara observa ce moment entre père et fils. Elle vit des années de douleur commencer à guérir, et elle comprit quelque chose. Le pardon n'était pas une faiblesse. C'était la chose la plus courageuse qui soit. Edward se tourna vers elle. Il lui tendit la main, elle la prit. « Bienvenue dans la famille, » dit-il. Pour de vrai cette fois. Elle ne put parler. Elle hocha juste la tête et le laissa la prendre dans une douce étreinte. Ils restèrent déjeuner.
Catherine prépara des sandwichs. Lucas leur montra ses dessins. Édouard raconta des histoires sur le manoir, sur l'apprentissage de la natation dans la crique derrière, sur les soirées d'été sur le perron, sur le jardin que sa propre mère avait entretenu. Cela semblait normal, comme une famille. Quand ils partirent enfin, le soleil se couchait. Amara se pencha contre Daniel dans la voiture, épuisée et heureuse. « Nous sommes mariés, dit-elle. « Nous sommes mariés, convint-il. Comment ça fait? Parfait. Terrifiant. Parfait. Il rit. Idem. Cette nuit-là, dans leur petit appartement au-dessus de la boulangerie, ils célébrèrent avec du champagne bon marché et une pizza. Le lendemain, ils commenceraient à planifier leur avenir. Mais ce soir, ils existèrent simplement ensemble en tant que mari et femme. 1 an plus tard, la galerie avait grandi. Ils avaient déménagé dans un espace plus grand et embauché 2 employés à temps partiel. L'entreprise de restauration d'Amara prospérait. Le travail de conception de Daniel apportait un revenu stable. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient stables. Le manoir était devenu leur maison. Ils avaient passé des mois à le rénover, peindre les murs, remettre à neuf les sols, planter des jardins. C'était encore un travail en cours, mais c'était le leur. Et aujourd'hui, ils ouvraient la galerie de l'héritage Whitmore, une nouvelle entreprise, plus grande que la galerie originale, dédiée à la célébration de l'art et des artistes diversifiés, un espace qui honorait à la fois la tradition et le changement. L'ouverture était bondée, artistes locaux, membres de la communauté, la presse, même le maire était venu. Catherine se tenait près de l'entrée, accueillant les invités. Elle était devenue essentielle au succès de la galerie, utilisant ses relations pour attirer donateurs et soutiens. Édouard était assis sur une chaise près de la fenêtre. Il avait eu une autre petite alerte de santé 2 mois auparavant. Rien de grave, mais assez pour le ralentir. Il se fatiguait facilement maintenant. Mais ses yeux brillaient en regardant les gens admirer les œuvres d'art. Tara arriva avec un rendez-vous, un médecin de son hôpital. Elle fit un clin d'œil à Amara. « Finalement, je suis ton conseil et je me lance. » « Il était temps, » taquina Amara. Lucas, maintenant âgé de 11 ans et plus grand, dévoila une plaque près de l'entrée. On pouvait y lire « L'héritage et l'amour préservé ». Daniel l'avait conçu. Amara avait commandé sa création à un artiste local. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose de significatif. La soirée se déroula sans accroc. Les gens louèrent les œuvres. Plusieurs pièces furent vendues. De nouveaux artistes s'inscrivirent pour de futures expositions. Au moment où le dernier invité partit, Amara se sentit fière et épuisée. « Viens, » dit Daniel en lui prenant la main. « Allons prendre l'air. » Ils marchèrent jusqu'à la petite plage derrière le manoir. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les vagues clapotaient doucement sur le rivage. Ils s'assirent sur le sable, Amara appuyée contre la poitrine de Daniel. « Peux-tu croire que nous sommes ici ?» demanda-t-elle. « Après tout, certains jours non. Certains jours, ça ressemble à un rêve. Bon rêve ou mauvais rêve, le meilleur des rêves. » Il lui embrassa le dessus de la tête. « Bien que je sois presque sûr d'être éveillé. » Une voiture s'arrêta devant la maison. Ils se tournèrent pour voir une camionnette de presse. « Oh non, » dit Amara, « j'avais oublié l'interview. » Ils avaient accepté de faire un reportage pour la chaîne locale, un article sur la galerie et sa mission. La journaliste était une jeune femme nommée Jessica, qui avait couvert leur histoire depuis le début. Ils retournèrent à la maison, brossant le sable de leurs vêtements. L'interview eut lieu sur le perron, avec le coucher de soleil derrière eux. Jessica posa des questions sur la galerie, sur leurs relations, sur le parcours qui les avait menés ici. Puis, elle se tourna vers Édouard, qui avait accepté de participer. « Monsieur Whitmore, lorsque nous avons couvert cette histoire pour la première fois il y a 1 an, vous avez été cité comme ayant dit qu'une épouse noire ruinerait l'héritage de votre famille. Que diriez-vous maintenant ?» Édouard resta silencieux un instant. La caméra captura son visage, marqué par l'âge et la sagesse durement acquise. « Je dirais que je me suis trompé, » dit-il simplement. « J'avais peur du changement, peur de perdre le contrôle, peur d'admettre que le monde dans lequel j'ai grandi n'était pas le monde dans lequel mon fils méritait de vivre. » Il regarda Amara et Daniel, debout ensemble. « Ma belle-fille n'a pas ruiné notre héritage. Elle est devenue cet héritage. Elle m'a montré que le véritable héritage ne concerne pas les lignées de sang ou les comptes en banque. Il s'agit d'amour, de courage, de la volonté de grandir au-delà de ce que l'on nous a enseigné. » Sa voix se brisa. « Elle a fait de moi un homme meilleur, rendu notre famille meilleure, et pour cela je lui serai éternellement reconnaissant. » Jessica sourit. « C'est magnifique. » Des réflexions finales, Catherine intervint. « Notre famille était brisée. Nous n'avons même pas réalisé à quel point jusqu'à ce qu'Amara nous tende un miroir
et nous force à regarder. C'est le cadeau de l'amour. Il ne nous accepte pas seulement tels que nous sommes. Il nous met au défi de devenir ce que nous devrions être. L'interview se termina. L'équipe remballa son matériel et partit. Alors que la nuit tombait, ils s'assirent ensemble sur le perron. Édouard et Catherine, Daniel et Amara, Tara et son compagnon. Lucas s'endormit sur la balancelle du perron. « Vous savez à quoi je pensais » dit Édouard soudainement. Il semblait fragile à la lumière de la lampe, mais son sourire était sincère. « Nous devrions en faire une tradition. Chaque année, pour votre anniversaire, nous nous réunissons ici. Nous tous, en famille. J'aimerais bien, dit Daniel. Moi aussi, ajouta Amara. Catherine leva son verre de thé glacé. À la famille, celle avec laquelle nous sommes nés et celle que nous choisissons. Ils entrechoquèrent leurs verres, rirent, racontèrent des histoires, alors que les étoiles apparaissaient au-dessus. Plus tard, quand tout le monde fut rentré ou couché, Amara et Daniel retournèrent à la plage. La lune était pleine, se reflétant sur l'eau. Ils se tinrent au bord des vagues, les bras l'un autour de l'autre. « Penses-tu parfois à cette première nuit » demanda Daniel. « Au gala ?»« Tout le temps. Si tu pouvais revenir en arrière et le changer, le ferais-tu » Amara y pensa. À la douleur et à la lutte, au jugement et aux difficultés, à tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. « Non, dit-elle finalement, parce que tout cela, chaque moment difficile, nous a menés à ceci, à nous, à la maison, acquiesça Daniel. Ils s'embrassèrent tandis que les vagues déferlaient sur leurs pieds. Derrière eux, le manoir brillait d'une lumière chaude. Devant eux, l'océan s'étendait, infini et plein de possibilités. Ils avaient perdu des choses pour en arriver là. L'argent, le confort, la certitude, mais ils avaient gagné tellement plus. L'amour, un but, une famille, un héritage qui valait la peine d'être bâti. Et alors qu'ils se tenaient là, noirs et blancs, côte à côte, ils étaient la preuve que les meilleurs héritages n'étaient pas préservés dans l'ambre. Ils étaient créés à nouveau à chaque génération, bâtis sur le courage, l'espoir et l'acte révolutionnaire d'aimer au-delà des frontières. Quelque part dans la maison, Edward Whitmore dormait paisiblement pour la première fois depuis des mois. Dans son bureau, le portrait restauré d'Elizabeth Whitmore était accroché à une place d'honneur, une arrière-grand-mère qu'il n'avait jamais connue, dont le visage lui rappelait que le changement faisait aussi partie de son héritage. Dans un hôpital de la ville voisine, Tara terminait son service et pensait aux secondes chances. À Lyon, Lucas rêvait d'art, de famille et d'appartenance. Et sur une plage de la côte normande, deux personnes se tenaient l'une l'autre et regardèrent la lune se lever. Ils s'étaient battus pour cela, l'avaient mérité, l'avaient choisi. On leur avait dit que leur amour ruinerait tout. Au lieu de cela, il les avait tous sauvés. 6 mois plus tard, Amara découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle arriva un mardi matin. Elle s'était sentie fatiguée, nauséeuse. Tara avait insisté pour qu'elle fasse un test. 2 lignes roses. Elle s'assit sur le sol de la salle de bain, le fixant. Un bébé, leur bébé, une partie d'elle, une partie de Daniel, une partie de l'amour qu'ils avaient tant lutté pour protéger. Quand Daniel rentra à la maison, elle le rencontra à la porte. Elle ne dit rien. Elle lui tendit juste le test. Son visage passa par une douzaine d'émotions en 2 secondes. Choc, peur, joie, émerveillement. « Tu es sérieuse » murmura-t-il. « Très sérieuse. » Il la souleva et la fit tourner, tous les deux riant et pleurant en même temps. Ils l'annoncèrent à la famille ce week-end-là. Catherine pleura de joie. Tara fit des blagues sur le fait d'être la tante amusante. Lucas voulait savoir s'il pourrait apprendre au bébé à dessiner. Édouard tint les mains d'Amara et dit simplement « Merci de nous donner un avenir ». 9 mois plus tard, leur fille naquit. Ils la nommèrent Elizabeth Tara Whitmore, Beth pour les intimes. Elle était parfaite, minuscule, magnifique, avec les yeux de Daniel et le sourire d'Amara, et un avenir plein de possibilités. Édouard la rencontra à l'hôpital. Il tint sa petite fille dans ses mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. « Bonjour, petite » murmura-t-il. « Bienvenue dans la famille. Laisse-moi te parler de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. Elle était courageuse comme ta mère, forte comme ton père, et elle t'aurait tellement aimé. » Catherine prit des photos. Tara rôdait à proximité, prête à donner des conseils médicaux. Lucas pressait son visage contre la fenêtre de la chambre d'hôpital, saluant avec enthousiasme, et Amara, regardant son mari tenir leur fille, tandis que son père les observait avec fierté, sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. La paix, une paix complète et totale. Ils avaient abattu cela, contre toute attente, à travers la douleur et la lutte, et les moments où abandonner semblait plus facile. Ils avaient abattu une famille,
Un héritage, une histoire d'amour qui serait racontée pour des générations, une histoire qui prouvait ce qu'Amara avait toujours su. L'amour ne détruisait pas les héritages, il les créait, il les rendait réels, il leur donnait un sens. Et alors que le soleil se couchait à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, peignant le ciel de couleurs trop belles pour les mots, Amara ferma les yeux et se sentit reconnaissante, pour la douleur qui les avait rendus plus forts, pour la lutte qui avait prouvé leur engagement, pour l'amour qui avait tout changé. Elle ouvrit les yeux et regarda sa famille, choisie et donnée, de sang et de cœur. C'était l'héritage, c'était la maison, c'était tout. L'interview devint virale. Les mots d'Édouard, « Elle n'a pas ruiné notre héritage, elle est devenue cet héritage », furent partagés sur les réseaux sociaux, cités dans des articles, utilisés dans des discours sur la famille, l'acceptation et le dépassement de soi. Des gens de tout le pays les contactèrent, racontant leurs propres histoires d'amour interracial, de rejet familial et d'acceptation éventuelle, du courage qu'il fallut pour choisir l'amour plutôt que l'approbation. La galerie du patrimoine Whitmore s'agrandissait encore. Elle avait ajouté un pôle pédagogique, offrant des cours d'art gratuits aux enfants de tous horizons. Amara avait mis au point un programme enseignant les techniques de restauration aux jeunes artistes. L'agence de design de Daniel prospérait. Il s'était spécialisé dans la création d'espaces, favorisant le lien social et le rassemblement des communautés. Édouard vécut assez longtemps pour voir sa petite fille faire sa rentrée à l'école maternelle. Il s'éteignit paisiblement à 70 ans, assis dans son fauteuil préféré, contemplant le jardin qu'Élisabeth avait jadis entretenu. Lors de ses obsèques, Daniel prit la parole. Il évoqua le parcours de son père. Comment un homme fier avait appris l'humilité. Comment la peur avait cédé le pas à l'amour. Comment il n'était jamais trop tard pour changer. Catherine vécut encore 15 ans. Elle les passa à voyager avec la famille de Tara, à faire du bénévolat à la galerie, à enseigner à Beth l'art, l'histoire et le pouvoir de la persévérance. Lucas devint artiste. Sa première grande exposition eut lieu à la galerie du patrimoine Whitmore. Il peignit des portraits de familles, toutes sortes de familles, célébrant la diversité et l'amour. Tara épousa son médecin. Ils eurent 3 enfants qui passaient tous leurs étés au manoir avec leurs cousins. Et Beth, elle grandit en sachant qu'elle était issue d'une histoire d'amour, une histoire authentique, compliquée, exigeante et entièrement digne d'être vécue. Elle grandit en reconnaissant le visage de sa mère dans le portrait de son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Comprenant qu'elle portait l'histoire dans ses veines, une histoire complexe, magnifique et bien réelle, elle grandit en sachant que l'héritage n'était pas quelque chose que l'on recevait, c'était quelque chose que l'on méritait, chaque jour, avec amour.